Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est incliné hier soir 1-0 sur le terrain de la Juve, but de Dybala à la 77e minute. J'accueille pour en discuter Nico et Roland. Salut à vous. Bonjour. Bon, Nico, on a vu un Milan parfois joueur mais toujours aussi maladroit dans les 30 derniers mètres. Un Milan qui a encore pris une leçon de réalisme comme souvent face au gros. ben, pendant le match, j'ai pensé exactement ce que tu étais en train de dire. Ça veut dire qu'on était solide, à défaut quand même de nous trouver très enthousiasmants. On a joué face à, je trouve, à une très faible Juve. Et même là, on n'a pas réussi à accrocher un point, ce qui est terrible pour nous. Mais c'était écrit qu'on pouvait jouer des heures, et je pense qu'on l'aurait jamais mis ce but. On a eu des occasions, parce que Chesney a fait quand même quelques parades, mais c'était que des tirs de loin qui l'ont pas mis non plus dans une grande difficulté. À part la tête de Paqueta sur une superbe action en première mi-temps, sur un beau centre de Conti, où je trouve vraiment qu'il a fait une belle parade, j'ai pas trouvé qu'on l'a mis énormément en difficulté. Et c'était écrit que la Juve, avec l'une de ses individualités, allait nous punir, et c'est ce qui s'est passé avec Dybala. Au final, en fin de match, la Juve a quand même deux occasions par Higuaín et Dybala de nous enfoncer pour un 2-0. Et j'ai envie de dire que peut-être sur l'ensemble du match, on méritait peut-être un nul. Mais au final, c'est l'équipe avec le plus de qualité. Ça fait peut-être le moins d'erreurs techniques qu'il a emporté. Après, c'était un match que j'ai trouvé techniquement très faible des deux côtés. Pioli a bétonné, donc on a réussi à ne pas se faire prendre à défaut par la Juve. On leur a pas concédé grand-chose. Franchement, jusqu'au but, on leur a pas concédé grand-chose. Mais bon, il n'y avait rien d'enthousiasmant hier. Et comme je dis, on n'a pas réussi à prendre un point face à peut-être la plus faible Juve qu'on a affrontée depuis 7 ou 8 ans. Oui, on s'avance vers un grand chelem 0 sur 3. Je ne sais pas ce qu'on fera contre le Napoli, mais on perd contre la Lazio, on perd tout le temps en fait, finalement, contre les grosses. Et je crois qu'on n'a pris aucun point contre les grosses cette année. Et je partage ton opinion, c'est vrai qu'à part la tête de Paqueta à la 25e, où là, Chesney a réellement dû se détendre, eh bien, on a surtout vu, comme tu l'as dit, des frappes de loin, et puis pas trop éloigné du gardien. C'est-à-dire qu'il n'a pas été chercher un ballon dans la lucarne ou au ras du poteau, quoi, on va dire les choses. Faut expliquer à Çalhanoğlu que les coups francs c'est bien si ça arrive jusqu'au but, ce que je disais lors de la dernière émission, mais c'est un petit peu mieux si on les met hors de portée du gardien, quoi. Et je trouve que le Milan, malheureusement, ne place pas assez ses frappes. C'est bien beau de frapper fort, mais si c'est sur le goal, ça change pas grand-chose. Roland. Oui, bah, à ce sujet, il y a quand même un léger progrès, puisque avant on ne cadrait pas, maintenant on cadre. C'est Donc vrai, c'est vrai. on, on peut voir les choses dans ce sens-là. Mais c'est vrai que je vous rejoins sur Chesney qui a été cité comme beaucoup pour par beaucoup comme la raison du succès de la Juve. Mais c'est vrai que c'était uniquement des frappes de loin qui étaient plutôt globalement sur lui. Alors certes, il faut bien sûr ne pas avoir les gants qui glissent, mais finalement, il n'y a eu qu'une seule occasion où on leur a fait peur, c'est celle où on conserve la balle très longtemps en début de rencontre, qui se termine avec un décalage à droite lobé de Benasser pour Conti, et puis la tête de Paqueta qui est un peu sur le reculoir en rupture. Donc oui, on a été solide, mais c'est insuffisant contre une équipe pareille qui, elle, peut se permettre de faire rentrer des joueurs comme Dybala et Douglas Costa au fil de la rencontre, alors que nous, c'est Bonaventura qui, on peut dire, en touche pas trop une, qui est toujours du mal à revenir. Leao qui sortait d'une prestation indigente avec une attitude limite l'autre jour contre la Lazio. Et Rebic qui demeure un des grands mystères du début de saison. Donc la différence est là. On tient bien le choc, comme souvent quand on va jouer à Turin, hein, ça c'est une constante. On fait souvent nos meilleurs matchs là-bas mais on est toujours aussi incapable de conclure sur les rares occasions qu'on arrive à se procurer. Et la prochaine fois, la semaine prochaine, dans 2 semaines plutôt, on jouera contre le Napoli, avec les difficultés l'on sait à Naples, avec ces histoires de mutinerie, de nice napolitain, si on veut. J'ai pas beaucoup plus d'espoir pour autant. Je pense qu'on va retomber très vite dans nos travers et dès lors qu'on affrontera une équipe supposée plus faible, on aura toujours les mêmes difficultés à faire le jeu. Et on va se retrouver relégable si ça continue. Je l'espère évidemment pas, mais c'est vrai que à force de On est perdre à des 4 points points. comme ça sans arrêt, on n'en est pas très loin. On est à 4 points, je crois, au classement du premier relégable. Ah ouais, 4 ah ouais. points. Bon, je pense quand même qu'on descendra pas en série B, sauf les bandes sont enregistrées, c'est ça le problème. Mais à mon avis, quand même, Ouais, rester en série A, ce serait bien malheureux. Mais c'est vrai qu'on constate plusieurs choses déjà, Nico, que les recrues
eh ben, n'apporte pas énormément de choses à cette équipe par rapport à la saison dernière. Finalement, on est moins bon, d'une part, hein, et d'autre part que on voit la différence entre une équipe qui a l'habitude de jouer des gros matchs de Ligue des Champions notamment, et qui donc sait gérer et qui sait gérer les zones de vérité notamment, et qui sait gagner sans forcément être transcendant. Ce que le Milan savait faire à une époque, mais aujourd'hui, on a tellement l'habitude nous de gagner déjà petitement contre les petits, qu'en fait, quand on se retrouve face à un gros, la marche est trop haute. Oui, mais moi, ce qui était le plus terrible hier, c'est qu'en fait, tu as toujours, comme il dit Roland, tu as l'impression de pas être. Parce qu'on n'a jamais été ridicule quand on se déplace contre la Juve. Mais même quand tu penses pouvoir faire jeu égal avec la Juve, il y a tellement de différences individuellement entre ces deux équipes, ben, que c'est là que ça va se faire la différence. Et c'est l'entrée de Dybala qui met un super but, qui élimine Romagnoli derrière et qui laisse aucune chance à Donnarumma. Mais même quand tu as l'impression de pas être loin, en fait, tu te rends compte que tu es très très loin finalement. Ce match-là, on était très très loin de prendre un nul. On n'a pas montré grand-chose. Mieux minimaliste, donc qui a laissé certainement des forces à Moscou avec donc un Cristiano Ronaldo qui n'était pas à 100% hier, qui a été inexistant, comme un Gonzalo Higuaín aussi qu'on n'a pas vu jusqu'à son occasion en toute fin de match. Et ben même face à une Juve aussi minimaliste, avec très peu de ressources, et ben elle a réussi à nous battre, j'ai l'impression, assez facilement, ce serait peut-être fort, mais j'ai l'impression sans trop forcer finalement. Il a fallu l'éclair de génie de Paolo Dybala. J'ai été même marqué moi par cette Juve que j'ai trouvé techniquement surtout complètement emprunté. Il y a eu des moments dans le match, que ça soit entre le Milan et la Juve, où ça alignait pas 2-3 passes. On a la plus belle occasion pour moi du match, donc avec l'occasion de la tête de Paqueta, avec cette action rondement menée par Benacer Et Conti. Mhm. Mais bon, voilà, ça n'a pas été suffisant, malheureusement. Et j'ai peur dans 2 semaines qu'on finisse notre triptyque par un 0/9, car ce Napoli, pour moi, malgré tous les problèmes qu'il a, et il en a d'énormes, ben, on ne peut pas non plus, continuer, avoir un peu plus, dire qu'on a plus de ressources, ou plus de choses sur lesquelles s'appuyer. Donc j'ai quand même peur que le Napoli se réveille contre nous. Ils sont même sur 4 matchs sans victoire. Et à un moment, ils vont se réveiller. Et j'ai peur que ce soit contre le Milan. Voilà. Je pense pas qu'on prendra non plus une fessée, mais bon, j'y crois pas beaucoup. Faudra espérer. Après, il y a Parme, Bologne et Sassuolo. Faudra faire le point contre ces équipes. Il Où faut encore on un est coup à ce franc de moment-là. Souzo à la fin pour gagner, c'est ça? Voilà. Mais moi, c'est des équipes contre qui je pense on est dans la même cour. Et aujourd'hui, malheureusement, c'était, je crois, Roland qui l'avait dit la dernière fois. Euh, Aujourd'hui, Milan est au niveau de ces équipes-là. Peut-être pas le nom du club, mais sur le papier, vu ce qu'on propose, on est au niveau de ces équipes-là. Moi, je ne cesserai jamais de revenir aux 100 millions dépensés, hein, parce qu'à chaque fois, on nous vend des joueurs à l'intersaison, là, l'été, en nous disant, tu vas voir, ce sont des cracks. Et en réalité, on est de pire en pire chaque année. Il suffit de regarder le classement. À un moment donné, c'est factuel, ça devient de plus en plus difficile à contredire. Et c'est vrai qu'on parlait de la différence de qualité individuelle, entre les joueurs de la Juve et ceux du Milan. Je lisais sur le forum il y a quelques instants une stat, c'est que Duarte n'avait pas gagné un seul duel du match. Hein, et ça, c'est quand même rarissime. Et c'est le pauvre Romagnoli qui est coupable sur le but, bien sûr, mais qui avait fait une très bonne partie jusqu'alors, qui paye les pots cassés. Donc peut-être qu'il faudra toujours se poser cette question du directeur sportif, hein, des choix en matière de joueurs, de transferts. Peut-être que nos recruteurs sont pas placés au bon endroit, j'en sais rien. Roland, qu'en penses-tu? Il faut bien se rendre compte que maintenant, on essaie de se comparer, entre guillemets, enfin, quand je dis on, les supporters, les médias, les joueurs et sans doute la direction, on essaye de se comparer à la Juventus, à l'Inter, au Napoli, voire même à la Lazio ou à la Roma. Mais le fait est que déjà ces dernières saisons, on était plus proche d'équipes comme la Lazio que comme le Napoli. Et maintenant, c'est encore pire, je pense. Et il faut bien se rendre compte que nos adversaires directs, ce ne sont plus ces équipes-là qui jouent les 6 premières places, pour faire simple. Mais nous, ça sera plutôt autour du Torino, je sais pas, de Sassuolo, ce genre d'équipe qui arrive parfois à faire une bonne saison, à faire un top 10. Mais à quoi servent les Et, 100 millions, pardon de te couper, mais on finit cinquième l'année dernière avec Gattuso. C'est pas pour défendre Gattuso forcément, je sais que c'est un sujet tabou ça, mais au final on fait pire après avoir recruté. Il y a peut-être des erreurs là de gestion, non? ah oui, mais ça, je pense que tout le monde est bien conscient que depuis des années, le Milan vit un train de vie qui est bien au-dessus de ses moyens et bien au-dessus de son niveau réel.
on a du mal à acheter, j'ai l'impression qu'on a du mal à faire des négociations intéressantes et que le moindre joueur qui est recruté est toujours payé plus fort par le Milan que par n'importe quel autre club. À côté de ça, je pense aussi que pour l'instant, certains des meilleurs joueurs dans le marasme actuel, ça reste quand même certaines recrues de cet été. Ah bon? Mais oui, c'est notamment, je peux te donner Benacer ou voire même Krunic qui me semble intéressant sur sa dernière rencontre. Toute proportion gardée, évidemment. Ouais, parce qu'on juge sur quelques matchs là, c'est ouais. Oui, oui, mais bien sûr, on est en début de saison. J'ai l'impression que le moindre joueur qui vient chez nous, ou même ceux qui sont déjà installés, baisse de régime. Et le meilleur exemple, c'est Romagnoli. Romagnoli qui est là depuis 4 ou 5 ans, qui a été titulaire, qui était le Bah, meilleur pendant du 4 ou 5 ans. Milan ces dernières saisons, alors même que par exemple, il y a une saison où il était associé à Bonucci, il était meilleur que Bonucci. Ouais, il y a Mais 2 ans. Ouais. cette saison, on a l'impression qu'il est pas dedans. Bah, hier, Alors, en est-ce dehors que du but, il c'est sort un très dur bon pour match. lui? Hein. Bah oui, mais c'est peut-être son premier vrai bon match depuis le début de la saison, Ouais. jusqu'au but. Et au but, après, il faut aussi dire que en face de lui, il a Dybala. Je veux bien qu'il se fasse enrhumer, c'est sûr, il y a aucun doute là-dessus. Mais il se fait enrhumer par Dybala, qui est quand même, un super joueur. On n'est pas, et c'est ce genre de joueur-là, entre guillemets, qui manque au Milan parce qu'on n'a personne capable de faire des différences comme ça. Certes. Mais donc on a Romagnoli qui a du mal cette saison, et à côté de ça, on a cette impression que tous les joueurs se sont. Pioli le disait d'ailleurs une fois en conférence de presse. D'un point de vue mental, tout le monde a l'air un peu abasourdi, avec zéro de tension. On n'arrive pas, je sais plus, Pioli disait quelque chose comme on n'arrive pas, les joueurs n'arrivent pas à faire la différence entre une défaite, un match nul et une victoire. C'est quand même, enfin, ça va au-delà des aspects sportifs et techniques et tactiques. C'est vraiment que le moral, le mental ne suivent plus. Et, Gattuso faisait donc des miracles. et de cette façon-là, c'est exactement là où je voulais en venir, c'est que Gattuso, de ce point de vue-là, avait réussi à garder une cohérence, à garder une cohésion dans son groupe. Et tout ça, c'est encore délité l'été passé, parce que ça, c'est quelque chose qu'on reconstruit tous les ans, avec tous les changements qu'on connaît tous les ans. Tous les étés, il faut reconstruire, il faut repartir. Il y a beaucoup de recrues qui arrivent à chaque fois. Et il faut reconstruire ça chaque saison. Gattuso a su le faire lorsqu'il avait été nommé en cours de saison. Il a su le refaire l'an passé, jusqu'à un point où le sportif n'a plus suivi, où on a calé à l'approche des dernières journées. Et bah, cette saison, avec Gianpaolo qui avait réussi à être suivi par absolument aucun joueur, d'après ce qu'on sait maintenant, avec Pioli qui arrive en cours de saison, bah, le travail n'a pas encore été fait et j'ai l'impression qu'on est, ouais, on est malade sportivement, on est malade financièrement, mais on est essentiellement malade dans la tête, quoi. En tout J'ai cas, l'impression qu'on il y en a un qui répond présent à chaque fois, c'est notre gardien quand même, hein, parce que Donnarumma, on dit ce qu'on veut, lui il tient la baraque. c'est le seul qui est à son niveau. Et c'est malheureux parce que c'est un type qui a 20 ans, voilà. Et c'est un joueur de 20 ans qui plus est gardien de but, qui a un poste particulièrement compliqué, qui tient la baraque dans un club qui n'est plus une grosse équipe et qui est dans un environnement constamment sous pression de par les tifosi et de par l'impact médiatique. Nico veut réagir et ensuite Nico, tu nous donneras directement ton top. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Roland. Quand il parlait de l'aspect mental, j'ai eu un moment, pendant que le Milan tenait le 0-0 et que peut-être on se dirigeait vers ce match nul, donc, j'étais en train de me dire que peut-être que je vais dire une grosse connerie, hein, mais j'avais peur que limite, si on avait pris un point, qu'on avait réussi à tenir ce 0-0, je me demande si ça aurait peut-être pas fait plus de mal encore à cette équipe de croire qu'on était en gros maintenant des cadors parce qu'on avait pris un point face à une Juve très faible. Et que derrière, tu sais qu'on retombe encore, qu'on se reprenne une claque, parce qu'en plus, il y a la trêve internationale, et que les joueurs, ils partent avec l'esprit que même si, bon, ça reste des professionnels, hein, ils regardent le classement, mais c'est dire que vu qu'on a pris un point face à la Juve, là où quand même tout le monde perd, parce que cette saison, à part l'Atlético qui a arraché un nul, et je crois Lecce, la Juve enchaîne les victoires, donc, aussi minimaliste qu'elle est. Mais voilà, j'étais juste, au final, je me suis dit, est-ce qu'une défaite, pas peut-être meilleure aujourd'hui qu'un nul, parce que c'est le genre de truc où quand tu prends un nul face à la Juve, tu te crois peut-être plus beau que ce que tu es. Alors que hier, quand même, je reste à dire qu'à part avoir été solide,
dans le jeu, on n'a pas vu grand-chose non plus parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup embêté cette Juve. Même on a vu même je trouve un très bon De Ligt qui est assez moyenasse depuis le début de la saison. Donc bon, après est-ce qu'il va enfin remonter à son niveau ou est-ce que c'est Milan aussi qui l'a pas trop mis en difficulté? Enfin voilà, j'en sais rien. Il faut dire que beaucoup de monde a réussi quand même à embêter cette Juve, pas à prendre peut-être des points parce que le Torino il y a pas longtemps dans le dernier derby a fait un bon match mais a perdu. Mais il y a quand même du monde qui a réussi à l'embêter. Et je trouve que nous, on s'est pas eu créé énormément d'occasions vraiment franches. C'est pour ça que je trouve que c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup sortis. On les a pas beaucoup embêtés. Et je me dis quand même que cette défaite, je pense que pour les joueurs, ça permet de pas oublier. C'est pas un point qui va changer de toute façon notre saison. Voilà. Très bien. De Et toute alors façon, ton donc top elle est déjà 3, perdue. vas-y. Top 3, j'en ai pas parce que c'est compliqué de faire un top et un flop parce que je trouve que les joueurs individuellement, si on les prend individuellement, ils n'ont pas fait tous un mauvais match. Ils n'ont pas non plus été catastrophiques. Donc j'ai 2 gars que j'ai trouvé peut-être un peu au-dessus. C'est Paqueta que j'ai trouvé très propre au milieu de terrain, mais sans être franchement flamboyant, mais c'est lui que j'ai trouvé qui s'est peut-être mis le plus en valeur au milieu. Et bon défensivement. Et Hein. oui, mais j'ai trouvé ils ont tous fait plutôt un bon match. Hein. On peut mettre Benacer aussi que j'ai trouvé intéressant, mais des fois un peu brouillon, mais que j'ai trouvé aussi bon. Et il y en a un qu'il faut en parler parce qu'il a été catastrophique depuis qu'il est dès qu'il joue au Milan AC, qu'il a fait un match où il a muselé tout le monde sur son côté, c'est Conti. Conti qui a fait un très gros match. Et je pense que lui, il a marqué des points parce qu'après les dernières prestations de Calabria, il va avoir, je pense, sa chance encore contre le Napoli s'il se blesse pas. Voilà. Alors comme on a le Donc même voilà. top, je vais renchérir simplement pour Paqueta. Pourquoi je souligne son travail défensif? Parce qu'on imagine surtout Paqueta, meneur de jeu, faire les frappes et les passes décisives. Et c'est vrai que là, je trouve que lui, qui était aussi très décevant, d'après moi, depuis le début de saison, s'est vraiment mis en évidence. Et s'il nous ressort des prestations comme ça régulièrement, avec peut-être un petit peu plus de génie et de touche technique dans les 30 derniers mètres, parce que c'est ce qui nous manque, il va devenir réellement indispensable. Jusqu'à présent, depuis son arrivée, j'ai coutume de souligner qu'on a vu des fulgurances. On a vu de temps en temps quelques petites talonnades sympas, quelques petits échanges, quelques petits gestes techniques, voire des frappes de loin un peu dangereuses, ok, mais c'était jamais constant, c'était souvent intermittent. Or là, il a fait un vrai match sérieux qu'on peut attendre d'un joueur de ce calibre, enfin calibre annoncé, parce que pour l'instant on n'a pas de preuves. Et donc c'est à souligner. Et concernant Conti, bah oui, Conti, moi je trouve qu'il se faisait injustement critiquer parce qu'il a quand même en un an fait quoi, 4-5 matchs, pas plus. C'est très peu pour un joueur qui a été longtemps blessé, et ceux qui connaissent un peu le foot savent que le temps de récupération est au moins aussi long que le temps de la blessure. Donc avant de revoir un vrai Conti bon régulièrement, il va falloir du temps de toute façon, parce que Conti, on va le rappeler, était international espoir titulaire à l'Atalanta, qui était un très bon joueur, un espoir du football italien. Je trouve qu'on a tendance parfois à monter les jeunes un peu vite, mais parfois aussi à les enterrer un peu vite, faut pas tomber dans l'excès inverse. Et je pense que Conti, faudra compter sur lui à l'avenir. Seulement on peut pas le juger un peu comme ceux qui tombent sur Bonaventura, c'est pareil, c'est des gens qui ont été longtemps blessés, on peut pas le juger comme un autre joueur, c'est pas possible. Là il y a des circonstances atteignantes, mais vraiment atteignantes quoi. Donc là sa prestation d'hier soir est très encourageante, pourvu que ça dure. Je pense que ça restera un petit peu intermittent dans les matchs à venir, mais que ça peut devenir régulier avec le temps, j'y crois, et je garderai un œil sur lui parce que je trouve que les gens sont injustes avec lui. Voilà. C'est l'heure du top de Roland. Comme vous disiez, un peu plusieurs difficile de dégager vraiment des individualités, mais je vais quand même citer Krunic. J'étais relativement satisfait de sa venue parce que j'avais bien apprécié le joueur qu'il était à Empoli. Je trouvais qu'il pouvait être intéressant dans la rotation puisqu'il était venu pour ça à l'origine. Et le fait est qu'en tant que titulaire à la place de Kessié, on voit quand même la différence. Il arrive à avoir ce rôle un peu physique qui avait été attribué à Kessié, mais en plus avec une certaine qualité dans les choix et dans les passes. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez appréciable hier. En plus, il fait preuve de pas mal de caractère et d'autorité, alors que le contexte n'est pas particulièrement facile. Donc j'ai bien aimé son match, même s'il sort un peu rapidement parce qu'il pète un peu les plombs, mais Ah oui, attention à l'excès globalement, j'ai bien d'engagement. aimé. J'allais dire ça, Ouais. c'est-à-dire que parfois quand même il y a des fautes assez facilement évitables et c'est le seul truc qu'on pourrait lui reprocher parce que sinon je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, hein. Il m'a agréablement surpris. Bon, on m'enlèvera pas de l'esprit que j'aurais préféré Sensi, très clairement, hein, si on m'avait donné le choix, parce que je rappelle que Milan pistait Sensi, mais il faut reconnaître que c'est mieux que Kessié pourvu que ça dure. Je le connaissais assez mal ce joueur, je suis assez d'accord avec toi. Je vais aussi citer son ex-collègue d'Empoli, Benasser, qui s'installe progressivement après quand même des débuts assez compliqués au Milan. Euh, Belle vision du jeu, capacité à rapidement trouver des passes intéressantes. Alors,
comme je dis depuis le début de l'émission, il faut savoir raison garder, c'est pas non plus l'enflammade, mais voilà, intéressant et même au physique, je le trouve régulièrement bon. Et j'espère qu'il va vraiment lui aussi s'installer et trouver son rythme au milieu de terrain. Et le seul qui m'a véritablement plu hier, c'est Conti, vous en avez déjà parlé. J'avais très peur de son match parce que ses récentes sorties ont à chaque fois été catastrophiques. Et c'était vraiment la course à la catastrophe, si on peut dire, entre Calabria et Conti, à savoir lequel serait le plus mauvais de l'autre. Et finalement, hier soir, il a été très bon défensivement, alors que c'est plutôt censé être son point faible. Donc j'ai bien apprécié son match, solide, beaucoup de sérénité. Et puis j'espère que ça va durer, comme tu le disais, il revient quand même d'une période assez compliquée, donc pourvu que ça dure. Ouais, mais c'est toujours éludé ça par ceux qui le critiquent, tu vois. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on a l'impression qu'il faut juger Conti comme on juge Piontek par exemple, hein, qui a joué régulièrement depuis je sais pas combien de temps. Et je trouve regrettable que les gens oublient systématiquement le facteur blessure, le facteur physique, le temps de récupération. Quand même, ça fait un petit moment qu'on suit le football tous, hein, et sur les forums, des fois, on lit vraiment des trucs invraisemblables. Juste un petit point avant qu'on passe au flop. Si jamais on prend pas le but, je mets Romagnoli dans le top, hein, parce qu'en dehors du but, je trouve qu'il a fait un très très gros match. Ouais. On passe au flop avec Nico. Alors moi, le flop, bon, comme je t'ai dit, ça reste un mot assez dur, donc je vais mettre plus des moins, parce que j'ai trouvé qu'individuellement, chaque mec avait quand même avait été solide. Il y a Piantek, je trouve, voilà, qui a déçu, parce qu'il a quand même 3 occasions, dont la tête en première mi-temps aussi, où il arrive à se défaire du marquage de Bonucci, mais c'est lui qui a le mauvais timing et qui envoie une tête complètement à côté sur un centre de Souzo. À la 17e. Il a deux frappes où il pousse Chesney à faire un arrêt. Après, il est dans une position assez compliquée quand même, mais bon, il tire angle fermé, donc il facilite aussi l'arrêt à Chesney, qui assure en mettant la balle dehors, comme on disait tout à l'heure, des arrêts assez faciles pour Chesney qui était souvent dessus. Mais voilà, c'est ça que je regrette, même s'il a été mieux peut-être que ses dernières prestations. T'attends aussi de la part de notre buteur qu'il soit capable aussi d'envoyer une frappe lucarne opposée, quelque chose. Malheureusement, voilà, il a eu 3 occasions contre la Juve. C'est rare d'en avoir 3. Lui, il en a eu 3. Il n'a pas réussi à en concrétiser aucune. Il n'en a concrétisé aucune. Je veux dire, quand tu vois après l'entrée de Léao, tu te dis qu'au final, c'était peut-être le bon choix au final de mettre Piantek titulaire, parce que Léao est actuellement vraiment dans le dur. Il va avoir commencé à justifier ses 35 millions. Ah, c'est bon, je crois. On parle. Il me semble pas que ce soit 35, j'avais lu ça aussi au début, Ouais, mais je crois que c'est moins que ça. Même si c'est 25, déjà, ça reste énorme. Hein. Là, ils sont en train de voir pour nous envoyer Félix de Lille au mois de janvier. Si on me dit pas que c'est des transferts Madine Fond-Elliott, je comprends rien du tout, moi. Qui est un arrière gauche, ou je crois un arrière droit. Enfin bref, un arrière droit, c'est en train de voir pour ça. Ensuite, même si son match n'a pas été loin d'être catastrophique, et pour moi il a été bon, mais comme tu dis, jusqu'à ce but, je trouve quand même que Romagnoli, et comme l'a dit Roland au début quand il en a parlé, cette saison est vraiment moins bon que les dernières années. On le trouve pas dedans, je trouve qu'il fait des erreurs ou qu'il se fait effacer. Souvent, peut-être qu'il est aussi responsable sur des buts. Souvent, des fois, c'est des joueurs qui sont où il est au marquage. Alors oui, c'est sûr, il s'est fait éliminer par Dybala. C'est pas le premier venu, et certainement, ce ne sera pas le dernier à se faire éliminer par Dybala. Mais si un jour il a envie de jouer la Ligue des Champions, il va aussi affronter des joueurs comme ça, et il s'est fait quand même éliminer comme un bleu par Dybala, et mine de rien, ce qu'on retient, c'est lui qui prend un bouillon par Dybala, et c'est lui aussi qui prend un bouillon sur une dernière occasion qui peut finir à 2-0. Donc, tu vois, tu me disais que Duarte avait gagné aucun duel, j'avais pas remarqué ça, je l'ai même contraire, je trouvais j'avais vu aucune erreur de sa part, donc. J'ai lu ça sur le forum, je sais pas si c'est vrai. Hein, après, bien sûr. Voilà, mais au final, moi, je retiens vu qu'on retiendra le but de ce match, on retient voilà, le bouillon que prend Romagnoli sur Dybala, et je le trouve, ce serait vraiment bien qu'il revienne un petit peu, parce que je le trouve vraiment dedans quand même. Voilà, c'est pas catastrophique. Ouais. Mais c'était une valeur sûre, et aujourd'hui, c'est pas une valeur sûre non plus. Je veux dire, demain, si Romagnoli est suspendu, bon, tu te dis, il y a Duarte Musacchio, bon, voilà, c'est pas non plus la mort, quoi. Alors que l'année dernière, si tu savais qu'il n'était pas là, c'était très compliqué. Oh, mais l'année d'avant, l'année encore avant, parce que ce qu'il faut rappeler, comme on le disait tout à l'heure, c'est que pendant il était capitaine, qui a bien raison. Pendant 4 ans, Romagnoli a été le meilleur joueur de l'équipe.
Voilà, et de très loin. Et il a gagné à juste titre ses galons d'international A. Donc on est en train de parler d'un excellent joueur. Selon moi, la question que je me pose, c'est n'y aurait-il pas une forme de lassitude inconsciente d'un joueur qui a quand même juré son amour au Milan, qui s'est installé dans cette équipe malgré l'absence de Ligue des Champions, donc qui a laissé de côté ses ambitions sportives, hein, parce que chaque année on met quand même autour de lui des bras cassés. Et moi je pense que Romagnoli, comme l'ensemble de la défense d'ailleurs, est surexposé également par un milieu de terrain qui défensivement je trouve ne fait pas vraiment le job. Ça c'est un point possible. Après on parle également de comment dire du type d'adversaire qu'il devrait rencontrer en Ligue des Champions d'un niveau supérieur à la Serie A, mais justement, c'est-à-dire qu'il aurait dû ces dernières années dans un club normal comme Nesta à ses débuts jouer la Ligue des Champions et se frotter au haut niveau et donc progresser aussi par ça. Et là c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Après, je pense qu'il va revenir. Hein. Nesta aussi a eu des passages à vide en 2005. Je me rappelle, il se faisait casser sur les forums. Cannavaro, du côté du Real, c'était pas terrible non plus, et même du côté de l'Inter. Romagnoli était un excellent défenseur qui marque un peu le pas, certes. Il faut dire aussi qu'il est très très mal entouré. Il faut rappeler qu'il a pas 30 ans, Romagnoli. Hein. Bon, il est plus tout jeune non plus, mais enfin, ça reste quand même un joueur, qui peut encore progresser. Seulement, le Milan actuel ne lui permet pas de franchir les paliers. C'est ça que j'essaye d'expliquer, et je pense qu'il y a mentalement quelque chose avec l'absence d'enjeu au niveau des compétitions qu'il joue, et puis l'absence de niveau également à ses côtés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux comprendre que de temps en temps, il y a des passages à vide. Je pense pas que ça dure très longtemps, parce que je lui fais confiance, mais c'est vrai que oui, tu fais bien de le souligner, c'est beaucoup moins bien ces derniers temps, je suis d'accord. Je veux juste rajouter un truc sur Romagnoli. Je ne sais pas si on l'avait dit lors de la dernière émission, il est passé chez Raiola. Oui, bah il a raison. Honnêtement, il a raison, moi je peux le comprendre. Plutôt que de s'enterrer dans un Milan lamentable, à la limite, je lui souhaite de partir, moi. Enfin, vu comme le club évolue, c'est-à-dire que si on finit en série B, peut-être pas cette année, mais dans 2 ans, je peux comprendre que Romagnoli n'ait rien à faire là, moi. Parce que Non, mais on en prend le chemin quand même. sans aller aussi loin, là, ce qui va bientôt se passer, parce que de toute façon, il y aura un premier bilan qui sera fait lors même de l'émission de mi-saison. Si le Milan est 13 ou 14e à mi-saison, on est déjà à 10 points de la Ligue des Champions, ou 12, même un peu plus, je crois, qui était l'objectif du club à la base, hein, soi-disant. Mais il va se créer un problème. Moi, j'ai peur pour la deuxième partie de saison chez beaucoup de joueurs. Comment arriver à motiver cette équipe que si on va commencer à jouer le ventre mou, la motivation va être difficile à trouver, Mais même pour tout le monde, même pour les supporters, même pour regarder. Et je pense que pour certains qui ont une certaine valeur ou qui ont peut-être espoir, comme Donnarumma, qui pour moi c'est la dernière année qu'on le voit, peut-être Romagnoli aussi, je pense que ça va être là. Et je ne serais pas surpris peut-être d'avoir la fuite aussi de certains qui vont commencer. Mais après, il va falloir aussi savoir être capable de se montrer pour pouvoir espérer partir ailleurs. Parce que même pour Romagnoli aujourd'hui, si les gars regardent sa dernière saison et la saison du Milan, ça va être compliqué pour lui aussi de vouloir demain passer dans un club plus grand. Parce que normalement, il n'a pas montré grand-chose au niveau européen ni international. Non, il l'a pas joué. International. Bien sûr, oui, mais si on se base sur sa dernière saison, bon là on n'est qu'au bout de 13 journées, hein. Mais si ça continue comme ça, il sera quand même le capitaine d'une équipe qui est 14e pour l'instant du championnat. Ah oui, certainement, mais je pense pas que ce soit de sa faute si on soit 14e du championnat. Et tu confirmes ce que je dis avec l'absence de motivation liée au manque d'enjeu. C'est-à-dire que finalement, on est d'accord. Et simplement un petit point, parce que Roland attend avant de donner son flop, mais un petit point concernant les attaquants, parce que tu parles de Piontek qui est très décevant et de Leao qui fait n'importe quoi depuis son but contre la Fiorentina, parce que Leao en gros c'est 3-4 courses et 2-3 gestes techniques de temps en temps, mais concrètement niveau but et passe décisive on attend mieux. Je rappelle quand même qu'on a brisé la carrière de Cutrone et dans un premier temps en arrêtant de le faire jouer au moment où il marquait but sur but, parce que quand même faut rappeler que Cutrone, après sa saison à 10 buts qu'il avait démarré remplaçant, on lui a dit tu vas sagement t'asseoir sur le banc, on te voit presque plus. Et on l'a envoyé en Angleterre avant de l'avoir sevré, c'est-à-dire qu'on sort un joueur du cocon avant de l'avoir sevré, brisant ainsi sa carrière, alors qu'on aurait vraiment besoin de lui, de son engagement, de sa grinta, parce que s'il y en a bien un qui lâche rien, c'est lui, en ce moment. C'est-à-dire qu'on a des divas devant qui ne font rien, qui ne mettent pas un pied devant l'autre, et on aurait besoin d'un attaquant comme ça, qui a le vrai sens de l'abnégation, du collectif et de l'investissement personnel, hein, et résultat, on lui a brisé sa carrière comme on l'a fait pour Paloschi à une époque, en l'envoyant en Angleterre cette fois-ci, et je trouve ça navrant, et il y a vraiment des choix, j'en reviens aux choix de la direction qui sont scandaleux. Voilà. Il est l'heure pour Roland de nous donner son flop. Bah, ça va pas être compliqué, hein, sans véritablement parler de flop, ça va être les trois de devant. Suso, Piontek et Çalhanoğlu, comment dire, à leur niveau, quoi. Voilà, comme souvent. Suso, bah voilà, était de retour dans le 11. Il nous a fait ses petits trucs habituels. Çalhanoğlu a beaucoup couru à gauche à droite pour finalement essayer de se rendre disponible, mais sans véritablement l'être.
Il a multiplié les frappes qui étaient cadrées, certes, mais qui n'étaient pas dangereuses. Et puis bah, c'est surtout Piontek qui m'a à nouveau déçu, que je trouve emprunté, pas au point physiquement. Enfin, et je commence de plus en plus à me dire que voilà, Piontek, c'était le tube d'une saison l'an passé. Comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire du football, et on en entendra sans doute plus jamais parler. Et là, Alors pour le c'est coup, bien beau c'est de mettre des vraiment buts sur 35 pénalty. millions. Hein. Là, Ah pour oui, le coup, oui, c'est tout à vraiment fait. 35 millions Piontek, comme Paqueta d'ailleurs. Ouais, ouais, mais c'est ces montants-là, effectivement. Et quand je l'ai vu au début de saison marquer son penalty, et je sais plus ce qu'il a fait comme geste en se montrant les oreilles ou en faisant chute au Mm. public, sous-entendu je vous entends plus maintenant que j'ai marqué, bah ouais, j'attends de voir quand même, parce que c'est 3 buts, je crois, depuis le Non, début de c'est la deux saison, dont pénaux, 2 penalties. Deux dont penalties. deux pénaux. Deux Voilà. pénalties, je crois, 3 buts, dont deux pénalties. Ouais. Pas décisif devant le but hier, les fois où il a eu des occasions, et comme le disait Nico, je crois, on a rarement eu autant d'occasions contre la Juventus pour finalement toujours rester bloqué à 0 but dans un match. Voilà. C'est certain, sur Çalhanoğlu, un point supplémentaire. Je trouve qu'il dose mal ses passes. Elles sont souvent trop longues, les passes en profondeur de Çalhanoğlu. Donc il va falloir que techniquement, il devienne Bah, plus juste. MJ, Oui. si je peux rajouter un truc sur ce que je dis, je crois que c'est lui. Juste avant qu'on prenne le but, le Milan a une super occasion. Il y a une passe qui est donnée beaucoup trop forte. Je crois que c'est pour Leao, ce qui fait que la Juve récupère le ballon et va marquer sur l'action qui suit. On avait une bonne situation de jeu et sur une passe beaucoup trop mal dosée, si elle avait été bien dosée, ça aurait certainement fait un face-à-face. Et la passe est très très mal dosée, ce qui fait que Chesney récupère le ballon. Et derrière arrive l'action qui amènera au but de la Juve. Alors, je ne sais pas si C'est c'est bon. Çalhanoğlu ou Bonaventura qui fait cette passe-là. J'ai Ouais, pas. l'un ou l'autre. C'est Ça arrive, côté c'est ce qui gauche. a montré Ouais. un manque de justesse technique. Ouais, Voilà, tout ouais. simplement. Mais sur Çalhanoğlu, ça a été le cas quasiment tout le match, c'est ça que je veux dire. Et c'est vrai que d'un type qui a le numéro 10 dans le dos, on attend que les passes soient plus précises. On va passer au mot de la fin, donc avec Nico. Bah, moi, le mot de la fin, ce sera sur les propos qu'a tenu Papou Gomez après le match contre Manchester City. Il a dit quelque chose que je répète depuis quelques temps maintenant dans l'émission et que je trouve que c'est le mal du football italien. Donc, Papou Gomez dispute sa première Ligue des Champions cette année et il a dit que la différence en fait qu'il y avait entre l'Italie et les matchs de Coupe d'Europe, c'était l'intensité en fait qu'il y avait. Il y a une intensité qui est folle et en plus, plus le niveau augmente en fonction de l'équipe qu'il affronte, plus il y a besoin de justesse technique. Et il dit que la différence, c'est qu'en Italie, des fois, il y a la justesse technique, mais il n'y a pas l'intensité qu'il y a dans les matchs de niveau européen. Et là, on parle que de poule de Ligue des Champions parce que le niveau augmente à chaque fois que tu passes un tour. Et il dit que c'était le plus dur. Et c'est là qu'on voyait aussi les grands joueurs. Et c'est ce qui est terrible dans le foot italien. Il disait aussi que les clubs anglais ou les clubs espagnols, au moins, ont cette intensité dans leur marge de championnat, ce qui fait qu'en milieu de semaine, quand ils jouent les matchs européens, ben déjà, il y a plus de, ils sont plus préparés. Et des fois, c'est ce qu'on voit quand il y a certains matchs, on dit que le championnat anglais est fantastique, mais quand tu regardes un Wolverhampton, je pense, contre, je vais dire, je sais pas, Burnley, il n'y a rien d'incroyable des fois techniquement, mais quand il y a de l'intensité, des fois, ça peut te sauver quand le supporter va regarder un match, ça peut te sauver le match, de voir au moins des mecs qui se battent. Et hier, au moins, c'est ce qu'il y a eu dans le match. C'est pour ça que le match était peut-être un petit peu plaisant. C'est que des fois, par moments, il y a eu de l'intensité dans ce Milan-Juve. Mais techniquement, j'ai été frappé, moi, par le niveau qui a été abyssal des deux équipes et surtout la Juve qui, eux, prétend vouloir gagner la Ligue des Champions. Bien sûr, prétend. Et donc, voilà. Et j'étais content que Papou Gomez le dise parce qu'en Italie, pas grand monde en parle. Les consultants parlent du manque d'intensité souvent qu'il y a dans le football italien. Et c'est pas pour rien aujourd'hui que les résultats des clubs italiens, en tout cas cette année, pour l'instant, sont catastrophiques en Ligue des Champions. Je voulais juste rappeler qu'il s'agit du football italien sans italien, hein. C'est quand même important de le préciser. Roland. Ben, j'avais prévu de parler exactement du même sujet que choisi par Nico. Et je voulais notamment parler des premiers tours d'Europa League qu'il y a eu cet été avec le Torino, donc qui avait pris notre place. Enfin, la Roma avait pris notre place, ce qui avait permis au Torino de disputer les tours qualificatifs d'Europa League. Et le Torino avait joué contre Wolverhampton, justement, l'équipe de Cutrone. Et bon, Wolverhampton, on parle pas du haut du panier du championnat anglais, comme avec le Torino, on parle pas du haut du panier du championnat italien. Mais
Les deux équipes avaient un niveau semblable, vraiment assez équivalent. Et ce qui a fait la différence et ce qui a permis à Wolverhampton de passer ce tour-là, c'est évidemment l'intensité. En termes de justesse technique et même de qualité tactique, on peut pas dire que c'était des matchs fabuleux. Mais bon, au cœur du mois d'août comme ça, c'est Wolverhampton qui a fait la différence sur la vitesse d'exécution et qui a permis d'obtenir la qualification. Et hier encore, en fin de journée, avant le match du Milan, j'ai regardé Liverpool-Manchester City. Et enfin, l'écart entre ce match-là et le nôtre qui a suivi à 20h45, c'était impressionnant parce que va beaucoup plus vite dans le championnat anglais, que tactiquement c'est pas pareil, mais ça ne s'arrête jamais et les efforts sont répétés pendant 90 minutes. Alors que nous, en début de match, que ce soit contre la Juve hier ou même contre la Lazio la semaine passée, enfin, on joue en marchant, on joue arrêté. Et alors oui, ça peut passer parfois. Alors bon, c'est vrai que nous cette saison ça passe pas trop, mais ça peut passer parfois sur certaines rencontres. Mais dès lors que tu affrontes des équipes en Europe, tu prends le bouillon clairement. Et on l'a vu même on le voit avec l'Atalanta qui est quatrième maintenant, je crois, parce qu'il y a Cagliari qui fait une saison surprenante. Mais même contre le Dynamo Zagreb, qui est quand même pas une équipe exceptionnelle dans un championnat exceptionnel, dès lors qu'on se retrouve face à une équipe qui a une certaine habitude de jouer des matchs de Coupe d'Europe, voilà. Finalement, l'Atalanta s'est pris un 4-0, je crois, à Zagreb. Contre Manchester City, n'en parlons pas. Le nul est un peu miraculeux, mais bon, City était déjà qualifié. Enfin, c'est toujours ce même souci qui fait que lorsqu'on a des joueurs italiens pas trop mauvais qui arrivent en national, et derrière ils jouent en national et des compétitions internationales ou des matchs à élimination comme contre la Suède avant la dernière Coupe du Monde. On se dit, on fait pas le même sport qu'eux alors qu'on est quand même on est quand même l'équipe d'Italie. Et ça, j'ai l'impression que à part la Juve, et personne ne s'en rend compte en Italie. La Juve joue le championnat en maîtrisant, parce que c'est vraiment ça. On a encore vu hier, la Juve joue. On sent qu'elle en a encore sous le pied quand elle joue contre nous, et finalement elle gagne quand même alors elle n'a pas joué le coup à fond. Et derrière, elle a un peu plus cette expérience-là en Coupe d'Europe. Bon, pour l'instant, ça n'a pas marché, mais c'est la seule équipe italienne qui est valable au niveau international. Et Et oui, mais il malheureusement, faut vraiment. malheureusement, Roland, ce qu'il faut dire aussi, tu parles de la sélection nationale, c'est qu'il faut compter dans cette sélection actuelle le nombre de joueurs qui ont l'habitude de ces joutes européennes. Parce qu'il fut un temps, le championnat d'Italie était peut-être déjà moins intense enfin, plus qu'aujourd'hui bien sûr, hein, mais moins intense que le championnat anglais. Mais la différence, c'est que le mercredi, il fallait aller jouer contre ces équipes anglaises, allemandes, etc. Or, aujourd'hui, à part les joueurs de la Juve, il n'y a pas énormément de joueurs dans cette sélection italienne, hein, j'entends, qui jouent les compétitions européennes, quoi. Donc c'est intéressant quand même de noter ça, parce que si tu regardes le nombre d'Italiens dans nos clubs, je le répète, il n'y a qu'à regarder notre équipe du Milan, hein. Il y en a 3. Bon, c'est pas compliqué, c'est pas beaucoup. Ouais, oui, bien sûr, mais ça, je le déplore à chaque émission ou presque. Ça rajoute au contexte et à la difficulté, puisqu'effectivement, on manque d'intensité dans notre championnat. Et on se retrouve avec des joueurs en équipe d'Italie qui sont soit à la Juve et soit dans des clubs qui rament un peu en Europe ou qui ne sont pas en Europe. On sait que l'an passé, on avait parfois sur le terrain en national et Barella ou Sensi qui étaient à Cagliari et à Sassuolo. Enfin, et même Tonali qui à Brescia et l'an passé était en Série B. C'est les mêmes problèmes depuis des années. On se répète souvent dans les émissions à ce sujet-là. Mais bon, voilà, j'espère tant bien que mal qu'un jour ça s'arrangera pour le bien de la nationale. Et après, le sélectionneur, il va les trouver où il peut les prendre, hein. C'est toujours ça, parce que tu dis Tonali qui était en série B, bah ouais, mais il y en a tellement peu en série A que c'est pas facile de les trouver. Nico veut prendre la parole, mais je voulais juste dire une petite chose. Les rares fois où on a un joueur capable justement comment dire, de répondre à cette intensité, capable de faire les mêmes gestes de la première à la 90e minute, je pense à Abaté, il se fait détruire sur les forums. Je pense à Cutrone par exemple, qui est tout à fait ce genre de joueur, on l'éjecte en Angleterre. Donc il faudra peut-être aussi se poser les bonnes questions, parce qu'on n'en a pas beaucoup des joueurs comme ça, donc les rares fois où on en a, ce serait pas mal peut-être de les garder ou de les mettre dans des bonnes conditions et de leur permettre de s'exprimer correctement. Voilà, je finis là-dessus. Monsieur Nico, c'est ton tour. Juste pour terminer sur ce paragraphe de l'intensité, c'est le seul moyen qu'il y a pour pouvoir, au cas, si tu mets pas cette intensité folle pendant 90 minutes, de pouvoir tenir. Dans ces cas-là, il faut une rigueur tactique et avec une justesse technique de la première à la dernière minute. Le problème qu'il y a, c'est qu'il suffit de voir notre équipe hier. Non, on joue même pas dans cette cour-là, on n'est même pas en Europa League, mais on a techniquement, on est tellement
on est tellement faible que c'est pour ça qu'on on se prend des secousses, et il y a pas mal de clubs italiens qui malheureusement se prennent des secousses aussi parce qu'ils sont incapables de mettre cette intensité-là. Je trouve que la rigueur tactique a quand même pas mal perdu aussi en Italie par rapport à d'autres pays, où il faut dire que maintenant il y a aussi de très bons coachs dans d'autres clubs européens, ce qui fait que des fois les Italiens faisaient aussi la différence par le coach avec une tactique qui était mise à bon escient. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ça devient très compliqué pour eux. Ils n'arrivent pas quand ils essayent, souvent, il y a un moment, il y a une baisse de régime. Il y a une baisse de régime parce que si une équipe en face te met une certaine intensité, mais quoi qu'il arrive, tous les clubs italiens, quand le match, il y a cette intensité-là qui est mise, ils essayent aussi d'y répondre. Mais le problème, c'est qu'il faut pouvoir la tenir 90 minutes. Et souvent, malheureusement, il y a un moment où ils passent 15 à 30 minutes, comme l'Inter avec Dortmund, où ils explosent tout simplement. Et derrière, ça se termine mal. Voilà. Bon, après, tant mieux quand c'est l'Inter ou la Juve. Ouais, alors pour ma part, le mot de la fin, ce sera sur Platini, qui est sorti du bois là depuis quelques temps. Je sais pas s'il a purgé sa suspension. Il a commencé par justifier l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Ça a été sa première prise de parole. Bon, je vais pas revenir là-dessus, hein. Moi, la Coupe du Monde au Qatar, je trouve ça invraisemblable, mais surtout, ne serait-ce que pour des raisons météorologiques. Bon, je vais pas. Puis, je vais même pas parler de ce qui s'est passé sur les chantiers de construction des stades, avec des employés venus d'horizons divers qui sont morts dans des conditions parfois mystérieuses, mais surtout les normes de sécurité n'étaient pas respectées, hein. Ça, je crois que ça a été, on l'a vu à la télé, y compris en France. Par contre, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il parlait des quotas. Alors évidemment, quota, c'est le mot tabou, hein. Peut-être que les Anglais vont être obligés d'y venir après le Brexit, parce que eux, pour le coup, risquent d'y être confrontés. Les quotas, ça a été évoqué par Blatter, notamment au milieu des années 2000, avec la fameuse loi du 6+5, dont on a si souvent parlé ici, qui n'a jamais abouti à cause du traité de Rome, qui empêche toute entrave à la libre circulation des travailleurs. Mais je trouve ça toujours bien que ce sujet revienne sur la table. Alors Platini le disait pas pour protéger les sélections nationales, c'est quand même moi mon souhait principal, hein. J'ai toujours revendiqué les quotas d'abord pour la sélection qui arrive en bout de ligne et qui déjà qualifiée d'ailleurs, la sélection italienne pour l'Euro va encore jouer là dans quelques jours. On ne sait pas encore si on fera des émissions, mais on va la suivre de toute façon. Bon, mais il en parlait pour dispatcher de façon plus équitable, on va dire, les meilleurs joueurs dans différents clubs. Parce que là, il expliquait que les clubs les plus riches achetaient les meilleurs joueurs, on le sait bien, hein, le meilleur anglais, le meilleur allemand, le meilleur italien. Ça n'a pas beaucoup réussi au Real Galactique, d'ailleurs au milieu des années 2000, mais ce qui est sûr, c'est que le football fonctionne comme ça à l'heure actuelle. Il le déplore, je crois qu'on est nombreux à le déplorer, et c'est l'une des raisons, on en parlait Roland, pour lesquelles, à mon avis, les supporters regardent davantage les matchs des sélections nationales, les compétitions comme les Coupes du Monde ou les Championnats d'Europe. C'est qu'il y a quand même encore cette idée qu'on est sélectionné sur sa valeur et pas uniquement sur le prix qu'on coûte, parce que les sélectionneurs, eux, ont la chance de pouvoir appeler les joueurs gratuitement, ça fait quand même une grosse différence. Et puis aussi peut-être la préservation des identités de jeu, qui moi me sont chères. Et je tenais à souligner ça, c'est intéressant, je trouve qu'on en parle. On aura sûrement l'occasion d'en reparler de nouveau cette année, mais je remercie Platini d'avoir mis ce sujet sur la table. Platini, qui est peut-être condamnable sur certains sujets, j'ai pas étudié le dossier, et puis ça m'intéresse pas plus que ça pour être franc, mais qui a souvent de très bonnes idées sur le foot. Et lorsqu'il parle football, et notamment football italien, c'était pas le cas cette fois-ci, mais il en parle régulièrement parce qu'il a joué à la Juve et il connaît le sujet par cœur, et il est toujours très intéressant à écouter. Donc c'était mon mot de la fin pour le retour donc de Michel Platini au premier plan, en tout cas médiatique. Bon, nous on se retrouvera pour parler de Milan-Napoli certainement dans 15 jours. On verra donc avec Supergio Egali notamment si on fait une émission sur l'Italie. Bon, comme elle est déjà qualifiée, il n'y a plus trop d'enjeux, mais enfin on va regarder les matchs, si c'est intéressant on fera peut-être une émission. Ce qui est sûr, c'est qu'on en fera après le tirage en décembre donc de l'Euro à venir. Et je vous remercie chers camarades, je remercie également les auditeurs qui sont toujours plus nombreux à nous écouter, et je vous souhaite un excellent 11 novembre. Voilà, à très vite, salut. Salut. Ciao.